Champ libre. Champ libre. Une émission sur l'agriculture et l'alimentation dans le Perche. Animé par Christophe Écuyer. Agriculture, Écologie, alimentation, santé, emploi. économie locale. Une émission de Radio 61 110 en partenariat avec les podcasts du Perche.com. Bonjour à tous, c'est Champ libre, l'émission agriculture et alimentation dans le Perche. S'il y a un trait commun entre tous mes invités, c'est la passion. Passion d'un métier, passion de partager son savoir et de faire apprécier ses recettes. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Baumgarten, paysan herboriste. L'émission précédente avec Magali, ta compagne et associée, nous a éclairé sur le métier de paysan herboriste qui combine production, récolte, séchage, assemblage de plantes, conseils d'utilisation. À chaque étape, un savoir-faire pour obtenir le meilleur de la plante et de ses bénéfices sur notre santé. Jardin Solstice, c'est le nom de vos nombreuses productions de plantes aromatiques et médicinales certifiées bio, mais aussi de vos 3 chambres d'hôtes à vos pilons, au sein d'un espace délicatement aménagé et arboré. Un écolieu à découvrir et où il fait bon se poser. Bonjour Sébastien. Bonjour Christophe. Merci de ta présence en pleine saison de récolte et des tâches multiples qui t'attendent. La saison a démarré un petit peu difficilement quand même, un printemps un peu froid qui nous a un petit peu retardé. Donc là on est encore sur nos implantations, on est un petit peu en retard sur les cultures et les cueillettes démarrent. Donc c'est le mois de juin, c'est toujours un petit peu chargé Voilà. D'accord. L'aventure Jardin Solstice a démarré quand tu as décidé de quitter ton emploi dans la sécurité incendie pour rénover votre maison percheronne, puis 3 chambres d'hôtes avec le choix exclusif de matériaux locaux et écologiques. Tu peux nous parler un petit peu du choix des matériaux, du choix de la façon de rénover? Qu'est-ce qui vous a motivé? Oui, bien sûr. Écoute, on était sur des bâtiments anciens, donc les bâtiments dans notre secteur, c'est plutôt silex, argile, voire terre, paille à certains endroits. C'est du vieux bâti qui avait été un petit peu rénové à la mode années 80, 70-80, avec pas mal de ciment. Donc il a fallu reprendre un peu tout ça pour les assainir principalement, parce que c'est des bâtiments qui gardent quand même beaucoup l'humidité. Et puis après, on a réfléchi à utiliser des matériaux, plutôt écologiques, plutôt locaux. Donc on s'est principalement tourné vers Ecopertica, parce qu'au moment où on a démarré les travaux, 2013, c'était un peu le moment où Ecopertica prenait son envol. Commencer à émerger, oui. Voilà, donc Ecopertica, pour le rappeler, c'est une SIC en local qui travaille pas mal, notamment sur le matériau chanvre, et maintenant également sur le matériau terre, voilà, qui sont assez calés sur le sujet, et notamment sur toute la rénovation de l'habitat ancien. Donc Ecopertica vous a bien aidé pour acquérir les connaissances, pour faire la rénovation vous-même. C'est ça, elle nous a aidé sur les conseils, nous a aidé sur le choix des artisans qu'on a aussi fait intervenir. On a travaillé avec certains de ces artisans d'ailleurs dans des chantiers participatifs, si on veut, où l'artisan donne un peu ses techniques et puis on travaille ensemble, ce qui permet après de continuer le chantier soi-même, parce qu'on a fait pas mal d'autoconstruction, donc on démarre un peu de rien, il faut se lancer à un moment, donc c'est bien quand même d'avoir des artisans sous la main qui permettent de se former, d'éprouver un peu les techniques, et puis après on y va Et donc chantier participatif, tu as dit? Chantier participatif, chantier avec des artisans ou avec des copains aussi qui sont venus donner des coups de main ou s'initier à certaines techniques, notamment sur la pose des enduits chauds au chanvre. C'est une technique un peu particulière. Donc là, les artisans nous ont expliqué et puis après, on a mis en œuvre. Et comme il y avait quand même pas mal de surface, un petit coup de main de copains, ça fait du bien aussi, Bien sûr, ouais.
Donc, chanvre locale. Chanvre locale, ouais, tout à fait, cultivé dans le Perche. Travaillé dans le Perche, il est tronçonné pour en extraire d'un côté de la paille et de l'autre côté la chènevotte. La chènevotte qui sert donc Voilà, qui sert pour l'isolation. pour l'isolation. Voilà. Donc il y a la laine aussi qu'on utilise aussi pour l'isolation, mais d'une manière un peu différente. Et là, dans les enduits, principalement, c'est la chènevotte qu'on utilise avec un mélange de chaux. On fait une sorte de barbotine de chaux et puis on mélange la chènevotte dedans et on applique ça sur les murs. D'accord, à l'intérieur. À l'intérieur. Donc c'est un enduit qui est à la fois isolant, respirant quand même, parce que ces murs anciens ont besoin de laisser traverser l'humidité, de ne pas être complètement hermétique, pour pouvoir préserver ce bâti ancien qui est pas fermé, quoi. Enfin voilà, c'est des maisons qui sont directement sur le sol, sans vide sanitaire, sans rien, donc l'humidité a tendance à pas mal remonter dans les murs, il faut qu'elle puisse sortir quand même à l'extérieur. Donc ça remplace un petit peu le classique BA13 et C'est ça. la laine de roche, Voilà. qui sont un peu moins locales. Qui sont un peu moins locales, qui sont des matériaux un peu moins biosourcés, qui sont des matériaux un peu moins écologiques, qui demandent plus d'énergie grise à la fabrication. Donc oui, là on travaille avec une ressource qui est produite sur place, qui fait peu de transport pour venir jusqu'à chez nous. Moins d'impact sur l'environnement, Moins et d'impact puis sur peut-être l'environnement. aussi un confort important pour ceux qui habitent. Au niveau confort de vie, oui, on le ressent bien. On a fait, en arrivant aussi, des pièces au BA13, même si c'était quand même isolé avec de la laine de chanvre. C'était un compromis au début, quoi. On n'était pas encore tout à fait au point. Et finalement, on sent que c'est différent, quoi, entre les pièces où on a mis du placo et puis les pièces où on a mis l'enduit chaud chanvre. Le confort est bien meilleur dans les pièces avec des enduits chaud chanvre, quoi. D'accord. Et donc je voyais sur votre site Jardin Solstice que vous poussez la logique la logique écologique assez loin. Donc les eaux usées sont recyclées par les plantes. Le chauffage est au bois en pellets fabriqués dans la région centre et transformés dans la région centre. Un chauffe-eau solaire aussi. Que dire d'autre? Les enduits de finition sont multiples. Chaux-sable, argile teintée de pigments naturels, je cite. Enduit stuc dans les salles de bain. Les solives sont badigeonnées au lait de chaux et toutes les peintures à l'eau sont choisies sans COV. Tout à fait, oui. Ouais. COV COV, c'est des composés organiques volatiles. qui peuvent être En gros, nuisibles. c'est tous les produits chimiques qui relarguent des trucs dans l'atmosphère une fois que c'est posé, quoi. D'accord. Donc là, vous avez été jusqu'au bout, quoi, pour qu'on soit bien dans le... On a essayé, mais ouais, pour notre confort personnel, pour la planète, pour le confort des autres qu'on va accueillir sur place, et puis aussi dans une démarche de sensibilisation. C'est-à-dire que on le met d'ailleurs sur le site, c'est un peu dans cet objectif-là aussi. Les gens qui viennent dans les chambres d'hôtes nous posent des questions sur la rénovation, sur ce qu'on a utilisé. Et les gens sont sensibles. Ils sont intéressés, ouais. Ils sont intéressés, ouais. Ils sont intéressés. Voilà, c'est peut-être pas grand-chose sur le coup, mais c'est toujours une petite démarche. Voilà, pour ceux qui viennent, des fois complètement par hasard, parce qu'ils cherchaient juste une chambre pour venir dormir pour un mariage dans le coin, et du coup, ils sont pas spécialement intéressés par notre démarche. Ils venaient pas pour ça. Mais le fait de tomber dans cet environnement, en mettant un petit peu de communication dans les chambres, etc., on en discute, et puis voilà, ça les fait, j'espère, un peu réfléchir aussi. Un éveil à l'écologie, si on peut dire. Ouais. Voilà. D'accord. Et au-delà de ça, donc, je cite toujours, nous organisons des rencontres sur notre lieu pour échanger et partager autour de ces choix écologiques, à savoir visites, stages, journées en immersion. Tout à fait. Ça fonctionne? Il y a des gens? Il y a de la demande, ouais, il y a de la demande. On a plusieurs types de formules. On a des visites assez libres où on met un thème sur la permaculture ou sur la rénovation de l'habitat, ce genre de choses, ou sur les plantes maintenant. Après, des journées en immersion, là, ça s'adresse plus à des gens qui sont vraiment intéressés par la partie plantes aromatiques. Donc là, ils viennent bosser avec nous sur une journée, et puis on fait un peu d'échanges théoriques aussi sur le sujet.
Et après, on a mis en place des stages là à visée un peu plus professionnelle pour des gens qui souhaitent s'installer en production de plantes aromatiques. Là, sur 2 jours. Là, c'est plus vers des professionnels. Voilà, des futurs professionnels, ou en tout cas des gens qui réfléchissent à un projet autour des plantes aromatiques, quoi. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'à l'issue du stage, ils feront forcément ce projet-là, mais en tout cas, on essaye de faire avancer leur réflexion sur ce sujet, quoi. Et là, vous êtes en direct avec des éventuels gens intéressés, ou Alors, vous avez des partenaires Pour certains stages, on est en direct, on essaye de communiquer, on met les infos sur notre site, enfin là, on fait circuler dans le réseau. Et après, pour les stages pro, là, on passe par un intermédiaire qui s'appelle Savoir-faire et découverte, qui propose pas mal de stages dans ces thématiques-là, c'est-à-dire découverte de métiers anciens, découverte de métiers agricoles, de métiers manuels, de savoir-faire, tout simplement, dans tout un tas de domaines différents et dans toute la France. Donc savoir-faire et découverte, donc une association ou une organisation qui aide les gens qui s'intéressent à l'écologie et au savoir-faire ancestraux de pouvoir se mettre en pratique. Voilà, à acquérir des savoir-faire ou à réfléchir sur une éventuelle transition professionnelle ou une éventuelle installation dans ces différents domaines, quoi. D'accord. C'est assez riche, ils ont une offre assez riche. Enfin, moi-même, je vais faire des stages aussi avec eux. Par exemple, dans d'autres domaines. Un petit stage géobiologie, là, récemment. D'accord. Géobiologie appliquée à l'habitat et à l'agriculture. Du coup, c'était pile poil dans nos thématiques. Donc, D'accord. C'est pour ça que quand on est arrivé, Virginie nous disait vous coupez votre smartphone, et tu nous as dit non, mais j'en ai pas. J'en ai pas aujourd'hui. Ok. Et donc, oui, je recoupe un petit peu avec l'interview qu'on a fait il y a 15 jours avec Magali, qui je sentais que c'est quand même un point fort de votre motivation de partager les connaissances et d'avancer plus loin dans ce sens. Comment dire, là aujourd'hui, bon, je vais changer de sujet. On va faire ça autrement. Oui, voilà. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, les travaux de la journée, on parlait de cueillette. C'est ça qui motive aujourd'hui. Là, on est dans le plein boom de la cueillette. Là. Le mois de juin, c'est vraiment le gros mois des cueillettes. Il y a les plantes cultivées qui commencent à arriver à maturité. Des mélisses, des menthes, de la camomille, des roses. Donc il va falloir récolter là d'ici dans les semaines qui viennent. Et dans le même temps, il y a aussi des gros de cueillettes sauvages. Là, c'est pas trop nous qui choisissons le timing, hein, ça arrive quand c'est prêt. Dame nature. Voilà, donc des cueillettes dans des champs cultivés, type bleuets, coquelicots. Des cueillettes. Alors là, on a terminé l'aubépine. Maintenant, il va y avoir le sureau. Les sureaux sont en fleurs un peu partout. Donc, ça, c'est des cueillettes qui sont aussi très, très réduites dans le temps. Voilà, on a 1 semaine ou 15 jours pour faire nos cueillettes et pour faire les quantités dont on a besoin. Et bientôt, le tilleul. Là, c'est le point culminant de la saison. C'est le moment où on cueille le tilleul. Pourquoi ? Le tilleul, c'est relativement court. C'est à peine une dizaine de jours quand il est à maturité, et ça vient toujours à un moment où on a plein de récoltes à faire en même temps. Et comment tu fais ? Tu grimpes dans l'arbre ou tu coupes les branches ? On a un tilleul qui est relativement accessible, donc on peut cueillir à peu près à hauteur, puis après on coupe des branches sur les quelques premiers mètres, puis on laisse le reste aux insectes. D'accord. Oui, aux insectes, oui, parce que donc il y a aussi une activité, il y a aussi un rucher sur la ferme. Oui, on a quelques ruches aussi. Ce serait dommage d'avoir installé une telle diversité de plantes. Enfin, en tout cas, on essaye de travailler dans ce sens-là et de ne pas avoir des abeilles qui en profitent. Donc c'est pas vraiment une activité apicole. Enfin, en tout cas, pas dans une thématique professionnelle. C'est plus pour le plaisir. J'avais hésité à me lancer dans une activité professionnelle apicole, mais ça m'a semblé un peu risqué quand même. Il y en a qui y arrivent, je pense. Oui, il y en a qui y arrivent, mais c'est une activité qui n'est pas forcément évidente, d'autant plus dans le coin où on est quand même, nous, entre Beauce et Perche,
dans un secteur aussi qui est plus proche des plaines céréalières, donc Oui. un peu moins de diversité végétale. Donc pour les abeilles, c'est pas forcément la zone idéale, quoi. D'accord. Donc il y a des abeilles, on essaye nous de leur apporter tout ce qu'on peut en termes de floraison, et on récolte un peu de miel. Elle vous rapporte aussi quelque chose. Quand même, voilà. ça peut agrémenter un peu la table des petits déjeuners pour les chambres d'hôtes. Bah ouais, super, ouais. Quand même. Ouais. Et peut-être aussi en vente aussi, non, à l'extérieur. Un petit peu en vente, mais sur place. Ouais, Mm. Sur place, on ne le vend pas à l'extérieur. Il y a des Pour les privilégiés, donc. Voilà, qui viendront chez nous. Non, à l'extérieur, il y a des apiculteurs, des vrais apiculteurs, je dirais, qui, voilà, Et elles qui sont commercialisent du miel. en bonne santé, les abeilles. C'est pas super évident. On a quand même du mal à maintenir le cheptel des ruches. Donc, chaque année, c'est entre un quart et un tiers de perte de colonies L'hiver. l'hiver. Pour des raisons qui ne sont pas toujours identifiées. Voilà, il y a la diversité de la ressource qu'elle trouve ou pas. Il y a la pression du varroa, qui est un petit parasite de l'abeille. Il y a la pression du frelon asiatique aussi, depuis quelques années. Ça, c'est un peu fluctuant selon les années. Il y a des années, il y en a plus ou moins, quoi. Mhm. Et puis après, il y a les compétences de l'apiculteur, qui ne sont pas forcément toujours au top. Ouais. Au-delà des Donc, compétences, voilà. il y a aussi la disponibilité. Et la peut-être. disponibilité, voilà. Bon. Sachant que c'est pas l'activité prioritaire, c'est sûr que des fois, je sais qu'il y a des interventions à faire et à force de les repousser pour des raisons de temps, c'est plus le moment, quoi. Bon, il est 13h18, on avance. Et donc, une fois que les plantes sont récoltées, les multiples plantes, et notamment en ce moment, donc coquelicot, bleuet, bientôt tilleul, Alors, vous séchez les plantes. Hein. on sèche, j'ai installé un séchoir solaire auto-construit. On est dans l'autonomie quand même pas mal, hein, c'est un séchage à basse température pour pas essayer de pas trop dénaturer les plantes. Et puis vu le chauffage est solaire, il est quasi autonome en énergie pendant la plus grosse partie de la saison, quoi. Voilà, donc plus grosse partie en séchage. Et puis après, il y a des transfos aussi diverses sur les plantes. Là, par exemple, en ce moment, on cueille du bleuet, ça c'est pour distiller. Donc on fait de l'eau de bleuet. C'est cueillette et directement à la distillation. Il faut un certain volume pour pouvoir... Oui, c'est ça la distiller, difficulté. Il faut quelques kilos de bleuet. Et c'est pas toujours évident. On n'arrive pas de toute façon à passer... des heures et des heures à faire des cueillettes qui sont assez laborieuses quand même. Ouais. Donc on essaye de limiter ça sur 1 heure ou 2. Après, l'intérêt c'est plutôt d'être plusieurs. Voilà. Il faut du monde. Donc. Il faut du monde pour cueillir. Et une fois qu'on a notre quantité, après on peut faire une distillation avec ce qu'on a récolté. On appelle à nos amis auditeurs. Hein, s'il y a des bonnes volontés. Des bonnes volontés pour cueillir des bleuets. Ils seront les bienvenus. Ouais. Ok, et donc tu as parlé de distillation, donc oui. Vous êtes équipé pour distiller ? On a un petit alambic qui correspond à la taille de notre activité et qui permet de faire des petites séries de distillation de plantes. Donc nous on ne fait pas d'huile essentielle, on fait de l'hydrolat. Donc c'est le même principe que la distillation pour les huiles essentielles, mais à la distillation on sépare d'un côté les huiles essentielles. Une toute petite fraction, un tout petit pourcentage du volume, et sinon toute l'autre partie de la distillation, donc l'eau de la distillation, c'est l'hydrolat, qu'on appelle aussi eau florale quand on fait ça avec des fleurs. D'accord, l'eau de bleuet. L'eau de bleuet. Qui sert à... L'eau de bleuet, c'est une très bonne plante apaisante et calmante pour les yeux. Pour les yeux ? Voilà. D'accord. Les gens qui ont des problèmes d'irritation aux yeux. En ce moment, avec les allergies, peut-être ? Avec les allergies, oui, les conjonctivites, ce genre de problématiques. D'accord. Vraiment idéal. Ok, on a parlé un petit peu de la transfo. Les tisanes, on en avait parlé avec Magali. Avec Magali, ouais. Mm-hmm. Juste revenir sur l'installation, comment ça s'est passé ? Donc il y a eu d'abord la rénovation de l'habitat, ouverture des chambres d'hôtes. Ouais. Il y a un moment, donc, vous avez commencé à planter, à semer, à récolter. Et là, aujourd'hui, vous êtes paysan herboriste agriculteur, Ouais, à titre tout à fait, principal. ouais.
Et comment s'est passée l'installation? Parce que c'est pas rien, quoi, quand on est salarié. Ça s'est fait très progressivement, en quittant un emploi salarié, étant pas du tout du milieu agricole. On a démarré doucement pour tester, quoi. Donc ça c'était en 2016. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y a le parc du Perche qui lançait l'espace test, dont tu avais déjà parlé avec Manu, maraîcher. Donc on est rentré dans ce dispositif-là aussi, d'espace test. Donc on a été accompagné par le parc un petit moment. Ensuite, cet espace test a été repris au sein de la coopérative d'activité Rhizome, qui se trouve en Normandie. Donc pareil, une coopérative d'activité qui accompagne des gens qui veulent se lancer dans l'agriculture, pas toujours de manière très conventionnelle, quoi, enfin avec des parcours un peu atypiques. Donc on est resté dans la coopérative d'activité 3 ans. Pendant ces 3 ans, j'ai aussi bénéficié d'un dispositif qui avait été mis en place par la région Centre qui s'appelle Paysans Créatifs. D'accord. Qui est porté principalement par l'ADR, une association pour le développement agricole en milieu rural. Donc pareil, avec des temps de formation, des sessions d'accompagnement, d'échange sur le montage de l'activité, quoi. Pas forcément sur la partie technique, de culture des plantes aromatiques, mais plus sur le montage de l'activité agricole. Donc ça nécessite quand même beaucoup de volonté pour arriver à avoir ce statut d'agriculteur, mais il y a néanmoins des organisations pour accompagner. Tu as cité l'ADR, l'association de développement et de l'emploi agricole en milieu rural. Agricole en milieu rural, merci. Et aussi le parc du Perche à travers Étape et Rhizome. Donc oui, on n'est pas tout seul en fait. C'est un peu la question qu'on s'est posée quand on a démarré. On a dit maintenant on démarre, mais on va pas faire ça tout seul dans notre coin. Cherchons qui peut nous conseiller, nous accompagner. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé au parc assez rapidement, et puis après ça s'est enchaîné avec l'ADR. Donc une installation mûrement réfléchie, progressive, et qui aujourd'hui, ça y est, les pieds, j'allais dire, dans les bottes, c'est la saison. Voilà. Ouais. On arrive maintenant au bout de bientôt 5 ans d'installation. Donc maintenant on est 2 sur l'installation. Donc il est temps que ça tourne, quoi. Mais on n'est pas complètement au bout du développement de notre activité, quoi. Du projet, oui. Oui, tout à fait, ouais. Il y a encore de la place dans le champ. Il y a encore des choses. On peut encore mettre des choses. On peut encore créer des nouveaux produits, installer des nouvelles plantes. Sur quelle surface vous êtes ? On est sur 1,5 hectare au total, mais il n'y a pas 1,5 hectare de cultivé. Il y a 5000 mètres carrés à peu près qui sont mis en culture. Ça, c'est remarquable quand même, une installation de 2 personnes en milieu agricole sur 1,5 hectare. Sur une petite surface comme ça, qui arrive à valoriser. Je pense que c'est un peu lié aux plantes aromatiques et médicinales. Bien sûr. C'est une culture quand même avec une assez forte valeur ajoutée, beaucoup de transfo à la sortie. Beaucoup de main-d'œuvre. Par contre. C'est un peu la limite, c'est un peu la limite du truc, c'est la main-d'œuvre. Oui. Mais ceci dit, on a besoin de créer des emplois. Donc, tout à fait, c'est tout à fait dans l'air du temps. Alors, il y avait un autre sujet que je voulais aborder très brièvement avec toi, mais concernant donc l'exploitation agricole aujourd'hui qui est reconnue. Mais ceci dit, est-ce que vous avez des aides ? Et aujourd'hui, on entend parler pas mal de la réforme de la PAC. De la PAC, tout à fait. On entend parler aussi de la révision du règlement bio, mais là, il n'y a pas trop à dire. Mais réforme de la PAC et aide à la bio. Vous êtes concerné ? On est concerné. Disons qu'on pourrait être concerné, quoi. Parce qu'aujourd'hui, la PAC, nous, on ne touche pas de subventions provenant de la PAC. Les subventions de la PAC, c'est principalement des subventions qui sont données à l'hectare. Donc forcément, nous, sur une surface d'un demi-hectare, on n'est pas concerné par la PAC. Comme on est en agriculture biologique, il y a un crédit d'impôt agriculture biologique auquel on a droit si on ne touche pas de subvention PAC.
Oui. Donc on bénéficie de ce crédit d'impôt qui est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça de prix. 3 500 €, je crois. 3 500 € par an, tout à fait, un crédit d'impôt. Voilà, maintenant la révision de la PAC, elle nous concerne pas directement nous, puisqu'elle nous impacte pas sur notre petite surface. Par contre, elle impacte assez largement toute l'agriculture bio, enfin toute la filière dans son ensemble, quoi. Donc c'est sûr qu'au niveau de la PAC, ce serait judicieux de prendre en compte les petites exploitations comme nous, comme les maraîchers, comme les gens qui font du petit fruit, enfin voilà, tous ces gens qui sont sur des petites surfaces, qui souvent demandent beaucoup de main-d'œuvre, donc créent de l'emploi, et qui, à côté de ça, ne sont pas reconnus par ce type de subventions qui proviennent de fonds européens, quoi. Ça me semblerait logique, hein, moi qui suis céréalier, qui est de la surface. Ouais. Voilà, mais c'est vrai que vous créez des emplois, vous créez de la valeur ajoutée sur un territoire et quelque part, vous n'avez pas le retour escompté de certaines politiques publiques. Tout à fait. Donc, c'est vrai que voilà, j'avais envie de le souligner. De le souligner, oui. Sébastien, ton nom, c'est Baumgarten ? Oui, tout à fait, oui. Et c'est de l'allemand ? Un nom d'origine alsacienne, donc oui, on n'est pas très loin de l'allemand, c'est un peu le même. Parce que j'ai fouillé un peu, j'ai cherché la traduction. Ah ouais. Ça veut dire ? Alors selon les traductions, ça veut dire jardin d'arbres ou arbre du jardin. Enfin voilà. Quand même pas mal. Hein. Ça se prête pas mal. C'est d'actualité. Pour un retour, voilà, c'est un retour aux sources, on va dire. Voilà. Et au-delà de cette anecdote. Je sais que tu aimes l'astronomie et que parfois il y a eu des soirées astronomiques sur l'écolieu, sur le site. Ouais, sur notre site, on n'est pas très loin de la loupe, mais on est relativement protégé quand même de la pollution lumineuse. Donc oui, on a un lieu qui se prête pas trop mal à faire des observations. Donc de temps en temps, on sort quelques télescopes et puis on regarde un peu le ciel. Le ciel étoilé. Je fais partie d'une petite association qui est sur Senonches aussi, et sur la Saucelle, qui s'appelle les Pléiades du Perche, association d'astronomie, voilà, avec une petite activité, de temps en temps on organise des soirées dans ce cadre-là. D'accord. D'où aussi le jardin solstice. Bon, solstice, c'est le rythme des plantes, mais c'est aussi le rythme des astres. Des astres. Hein. Merci Sébastien de ta disponibilité. Je t'en prie. Ça a été un plaisir. Je te souhaite de belles récoltes et plein de nouvelles recettes, une belle saison, et je n'ai aucun doute que les hôtes de Jardin Solstice profitent de votre démarche 100% écologique. Merci Virginie à la technique. On se retrouve très prochainement pour un nouvel invité. D'ici là, consommez sans modération les plantes de Jardin Solstice. Portez-vous bien. Champ libre. Merci à Romulus pour la musique, à Lio pour la création du jingle, à toute l'équipe de Radio 61 110. Retrouvez le podcast Champ Libre sur bretonsel.fr, sur les podcasts du perche.com et sur les plateformes de streaming Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer et bien d'autres. Pour écouter où vous voulez, quand vous voulez.